Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est un réseau de neurones avec une couche cachée, avec en entrée un vecteur 2D, ici, un vecteur 2D en entrée, 1, 2, 3, 4, 5 5 neurones dans la couche cachée, plus un billet, et en sortie, ben, un seul neurone, parce qu'on fait de la classification de classes, et puis j'ai une sigmoïde ici, donc ça peut être vu à la sortie comme étant une régression logistique. Maintenant, si j'ai des données à plus que 2 dimensions, je peux avoir un nombre arbitraire de dimensions, ben c'est tout à fait facile à faire. Il s'agit juste de augmenter le nombre de neurones dans la couche d'entrée, comme on voit ici, sans pour autant que ça vienne affecter la nature de mon réseau. Tout ce qu'il y a ici, c'est plus de neurones. J'ai pas un réseau qui a une structure qui est différente. Donc, la seule conséquence qu'il va y avoir, c'est que dans ma matrice ici, W0, je vais avoir un plus grand nombre de paramètres. Combien je vais avoir de paramètres ici? Ben, je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5 fois le nombre de neurones en entrée. Ici, j'ai K neurones plus 1 parce que j'ai le biais. Donc, c'est ce que j'ai dit ici. On a K 5 fois K plus 1 paramètres plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 paramètres en sortie. Donc ça, c'est le nombre total de paramètres du réseau. Donc évidemment, un réseau de neurones qui possède un très, très, très grand vecteur dans la couche d'entrée va avoir inévitablement un très grand nombre de paramètres et donc va peut-être avoir tendance à très rapidement overfitter. Donc, il n'y a rien qui empêche de rajouter des couches. Mathématiquement, ça revient juste à multiplier ou à augmenter le nombre de matrices, de paramètres. Donc, on a toujours notre première matrice de paramètres ici. Matrice de paramètres qui est ici, W0. Donc ça change pas. Maintenant, j'ai rajouté une couche cachée ici qui possède 1, 2 et 3 neurones. Donc j'ai une deuxième matrice de paramètres. Donc cette matrice-là contient, la deuxième matrice contient combien de paramètres? Ben, elle en contient 1, 2, 3 par 1, 2, 3, 4, 5, 6 neurones d'entrée. Donc, cette matrice-là ici possède 3 par 6 paramètres. Ce que j'ai écrit ici à droite. Donc, à droite, on a la première matrice qui possède 5 fois K plus 1 paramètre. La deuxième en possède 3 fois 6. Et à la toute fin, ben, encore là, c'est un classifieur linéaire au sens de la sortie des derniers neurones. Donc, on a ici un vecteur qui est un vecteur en 4 dimensions parce qu'on a 1, 2, 3 neurones plus le biais, fait 4 dimensions. Donc au total, on a ce nombre-ci de paramètres dans notre réseau. Ici, je me suis amusé à rajouter plus de couches. On est rendu avec 4 couches cachées. Le nombre de neurones par couche, je l'ai fixé de façon un peu arbitraire. D'ailleurs, si vous retournez sur le site web de Stanford, vous pouvez vous amuser à ajouter autant de couches que vous voulez et à mettre autant de neurones par couche. Combien de neurones doit-on mettre par couche? C'est toujours une très bonne question. C'est pas toujours évident. Souvent, c'est vu comme étant un hyperparamètre. Mais mathématiquement, il n'y a rien qui empêche d'avoir un nombre arbitraire de couches. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une première matrice qui possède 5 fois K plus 1 paramètres, une deuxième matrice qui en possède 3 par 6, une autre qui en possède 4 par 4, une autre qui en possède 3 par 7, 5 par 7. Et à chaque fois, comment on fait pour dire combien il y a de paramètres? Ben en fait, c'est le nombre de flèches qu'on a, ou si vous préférez, c'est le nombre de neurones dans une couche qui connecte au nombre de neurones dans l'autre couche. Et à la fin, on a un classifieur qui est binaire, donc 2 classes. Alors, on a un vecteur ici qui possède 8 éléments. Donc, le nombre total de paramètres, si on voulait le calculer pour ce réseau-là, ça serait celui-ci. Et là, vous comprenez très bien là, que si, au lieu d'avoir 8 neurones, 8 neurones ici, j'en avais mis 200, ben ça deviendrait très rapidement impossible de dessiner toutes les flèches. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que dans la littérature, souvent, on résume ça juste par une grosse flèche et on comprend ce qui se passe. Et la sortie de ce réseau-là ici, donc qui est la fonction que voici, ben c'est une sigmoïde, qui est la sigmoïde rouge qu'on a ici,
qui prend quoi? Ben, c'est le produit scalaire entre W4 et la sortie de la couche 4, la couche cachée numéro 4, qui est déterminée ici. Et ça prend en entrée quoi? Ben, c'est une multiplication entre la matrice de la couche 3 fois la sortie de la couche précédente. Puis la couche précédente, ben, c'est la matrice 2 fois la sortie de l'autre couche, etc., etc. Donc, ça fait un système qui est auto-similaire, si vous voulez, un peu récursif, où on a une fonction qui appelle une fonction, qui appelle une fonction, qui appelle une fonction, jusqu'à la sortie. Donc, à noter que plus on augmente le nombre de couches, plus le réseau devient profond. Donc, c'est ça la notion de profondeur, c'est le nombre de couches qu'on met dans notre réseau. Et plus on augmente le nombre de couches, plus on augmente inévitablement la capacité du réseau. Pourquoi? Parce que le fait de rajouter une couche augmente le nombre de paramètres. Et plus un réseau va avoir un grand nombre de paramètres, ben plus il va avoir la capacité à overfitter sur des données ou surapprendre des données. Donc, question de faire un lien avec ce qui a été vu auparavant. Au début du cours, on avait dit que on avait vu des méthodes de régression et de classification qui étaient linéaires, et on avait dit que ben, si jamais nos données sont pas linéaires, ce qu'il faut faire, c'est utiliser une fonction de base pour projeter nos données vers un nouvel espace où là, dans ce nouvel espace-là, on le souhaite, les choses sont linéaires pour la régression ou pour la classification. Et cette fonction de base-là, ben, si on la triture un peu, on peut éventuellement utiliser un noyau, qui est le produit scalaire entre deux fonctions de base. Ben ici, ce qui est surprenant, c'est que c'est un peu ça qui se passe aussi. C'est-à-dire qu'en entrée, on a un vecteur X, et là ensuite, on a une série de couches. On a ici une série de couches qui font quoi? Peuvent être vues comme étant une fonction phi de x qui prend nos données qui sont dans un certain espace dimensionnel et les projette vers un espace dimensionnel, dans le cas précis ici, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimensions. Donc, cette fonction phi-là prend des données dans un certain espace dimensionnel et le reprojette vers un autre espace dimensionnel. D'ailleurs, j'aurais pu ici rajouter une flèche pour dire que cette fonction-là ici sert à reprojeter vers un espace dimensionnel à, dans le cas ici, 7 dimensions. Et en sortie, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un classifieur linéaire. Parce que ça ici, c'est une sigmoïde. Et la sigmoïde, c'est une régression logistique. Donc, c'est une sigmoïde qui prend en entrée, on a un vecteur ici, W. Et qu'est-ce qu'elle fait, la sigmoïde? Ben, elle prend un vecteur W transposé fois la sortie qui est ici. Mais la sortie qui est ici, c'est le vecteur phi de x. Ici. Et on prend ça, on donne ça à une sigmoïde. Donc, ça ici, c'est un classifieur linéaire. Donc, je vais l'écrire aussi, classifieur linéaire. Donc, notre réseau a fait quoi au fond? Ben, il a appris à projeter les données d'un espace dimensionnel ici à m dimensions vers un espace dimensionnel à 7 dimensions. Et en même temps, il a appris à entraîner un réseau de classification linéaire. C'est pour ça que la fonction phi, on peut ici lui mettre l'indice W pour dire que cette fonction phi-là, elle n'est pas fixe comme on avait fait au début du cours, où on avait pris par exemple la RBF ou encore la fonction polynomiale, mais c'est plutôt une fonction phi qui possède des paramètres qui seront entraînés avec le réseau. C'est encore une fois du end-to-end training. C'est-à-dire que en entraînant notre réseau, et on va voir plus tard comment on fait pour entraîner un réseau comme celui-ci, non seulement on apprend les paramètres d'un classifieur linéaire, mais on apprend les paramètres d'une fonction phi qui me permet de projeter les données vers un espace dimensionnel ici à 7 dimensions, là où les données seront linéairement séparables. On n'a plus besoin de déterminer manuellement le contenu de cette fonction-là et d'espérer que les données seront linéaires dans ce nouvel espace dimensionnel. Cette fonction-là a des paramètres qui seront entraînés par une descente de gradient.
Donc, en voici une illustration. Donc, ici, encore là, pour illustrer le propos, j'ai pris des données en 2D, OK, qui sont non linéairement séparables, comme vous pouvez voir, c'est deux demi-lunes. Donc, et là, j'ai une couche cachée. En fait, j'ai deux couches cachées. La sortie de la deuxième couche cachée, ce sont deux réels. Donc, un premier réel ici, un deuxième réel là. Ça veut dire qu'au fond, j'ai pris mes données en 2D et à la fin ici, de ma fonction phi de W, si vous voulez, là, pardon, phi de W de X, si je voyais ça comme étant une fonction de base, ben la sortie de ça, c'est un point en 2D. Donc, en 2D, si pour chacun des points ici, je regardais quelle était la sortie des deux neurones que voici, ben je verrais que j'ai maintenant un nuage de points bleu ici, un nuage de points rouge ici, qui correspondent ni plus ni moins aux transformations des deux nuages de points que j'avais ici à gauche en entrée. Et là, j'ai un classifieur linéaire en sortie. Et là, le classifieur linéaire, ben là, il n'y a absolument aucune difficulté à séparer les points rouges des points bleus. Donc d'ailleurs, je dirais que quand on parle de réseaux de neurones et de la révolution des réseaux de neurones, ben, ça se résume un peu à cette image-là ici, où essentiellement les réseaux de neurones apprennent par eux-mêmes les bons espaces de caractéristiques. Ça, c'est l'espace de caractéristiques où les données sont linéairement séparables. Donc, toujours garder en tête que plus on augmente le nombre de neurones par couche et plus on augmente le nombre de couches, plus on augmente la capacité du réseau. Et plus on augmente la capacité du réseau, ben, plus on augmente les chances de surapprendre. Et c'est un des problèmes les plus criants avec les réseaux de neurones, c'est le surapprentissage. Et comme vous l'avez vu dans le TP1, la seule façon de lutter contre le surapprentissage, en fait, il y en a quelques-unes façons. On avait vu le fait de rajouter, on verra ça plus tard, mais de la régularisation. Hein, si on rajoute un terme de régularisation sur les poids W, ben éventuellement, dans notre fonction de coût qu'on cherche à minimiser, on va limiter le surapprentissage. Mais une autre façon qui est très répandu pour limiter le surapprentissage, c'est d'avoir une très grande quantité de données. Vous avez pu en faire l'expérience au TP1. Plus vous aviez de données, plus il était difficile de surapprendre et plus les résultats collaient bien à la réalité, même quand on avait des données très bruitées. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les grands joueurs, les Google, les Facebook de ce monde. Leur but, c'est d'avoir des milliers, des millions, des milliards de données, tout annoté pour pouvoir entraîner leur réseau.